Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW et un gros merci pour le téléchargement, oui, pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue à ceux qui nous regardent via la page Facebook ou notre chaîne YouTube et un beau bonjour à ceux qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Aujourd'hui avec moi, Paul est là. Salut Paul. Oups. Hey, salut Jean. Pour les gens qui nous regardent, t'es pas là. Je vais corriger ça tout de suite. Ici même. Ah, là, t'es là. Là, t'apparais. Ah! J'étais bien plus beau avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je l'étais moins. J'étais comme séparé en deux. C'était un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Ça va bien. Salut aux auditeurs aussi. Yes. Donc, on poursuit dans dans notre quête de sujets qui fait moins planification un petit peu. Donc, étant donné justement là, que les parcs, bon, oui, ça réouvre et tout. Mais on est vraiment dans une autre ère au niveau Disney. On est dans les débuts de la réouverture et tout ça. Donc, pour l'instant, on préfère vraiment aller ailleurs un petit peu dans nos sujets. Puis on a décidé de faire en fait une série d'épisodes pour les prochaines semaines parce que là, dernièrement, en fait, on a parlé des choses desquelles on s'ennuyait dans les parcs, donc les attractions disparues, les restaurants qui sont plus là, des trucs comme ça. Ensuite de ça, la semaine dernière, on s'est amusé également à créer nos propres parcs. D'ailleurs, Paul... Ouais, ça n'a pas été un succès, le mien. Hein? Non, le vote des auditeurs, là, je dirais que c'était pas mal en grande majorité pour mon parc, mais ton parc était quand même magnifique. Là. Mais je me rends compte que j'ai pris une mauvaise approche. OK. Je suis parti avec des idées de LAN, puis j'ai essayé de fitter des attractions et des restaurants dans ces LAN-là. OK, ouais. Alors que j'aurais dû faire un peu... Toi, j'ai plus l'impression, justement, que t'es allé chercher une coupe d'attractions que vraiment... Ouais, de genre de must, là, effectivement, que je voulais avoir absolument. Puis après ça, j'ai comme créé des LAN qui pouvaient comme fonctionner avec ça. Puis après ça, bon... ça s'est bousculé par la suite, les idées sont venues par rapport à ces nouveaux LAN-là, il y a des choses que j'ai changées, mais j'ai vraiment, oui, parti par qu'est-ce que ça me prend comme must dans mes attractions, autant pour les familles, pour ceux qui veulent avoir des sensations fortes, des choses comme ça, donc c'est un peu ça. Je me suis fait pogner avec la règle de on n'innove pas, on y va avec des affaires qui existent déjà. Ouais. Parce que ma stratégie aurait été géniale si j'aurais créé des attractions de toutes pièces. Ok, ouais. Ça avait complètement été des nouvelles attractions. Ouais, mais c'est ça. C'était pas ça le jeu. C'était pas ça le jeu. Fait que... non, malheureusement pour toi. Donc c'est ça, fait que la semaine passée, on est allé comme justement dans la création de LAN et tout ça. Puis là, pour les prochaines semaines, on va vous parler de projets de Disney. Soit qui avait été annoncé, soit qui était à un niveau relativement avancé dans la planification de ces nouvelles attractions-là. Même dans les prochaines semaines, on va parler carrément aussi d'hôtels qui n'ont jamais vu le jour. On va même parler de parcs qui n'avaient jamais vu le jour. Puis pas juste des parcs, on a peut-être que Disney a pensé à faire tel ou tel parc, vraiment... Des parcs Disney avait acheté des terrains, que c'était réglé, qu'il y avait déjà des plans et tout. Donc, on va parler de ça dans les prochaines semaines. Puis on s'est rendu compte qu'au niveau attraction, LAN, il y en avait vraiment, mais vraiment beaucoup. Puis, fait que là, il a vraiment fallu, en fait, diviser ça en différents épisodes parce que on serait ici pour la nuit, là, pratiquement. Donc, aujourd'hui, en fait, on a décidé de débuter par, le parc pour lequel je crois qu'il y a eu le plus d'attractions pensées, annoncées, prévues, qui n'ont pas vu le jour, et aussi notre parc préféré. D'ailleurs, j'ai ma casquette aujourd'hui, et toi, tu as ton t-shirt. Donc, on va parler de Epcot aujourd'hui. On va se rendre du côté du parc Epcot. Puis vous allez voir, dans le fil des années, il y en a vraiment, mais vraiment eu beaucoup d'attractions.
soit carrément, comme je disais, là, qui avait été annoncé. Vous allez voir, il y en a même qui a des vidéos que Disney avait présentées à l'époque. Il y en a qui étaient rendus presque au premier coup de pelle, puis à la dernière seconde, ça a été arrêté, ou des trucs comme ça. En plein ça, il y en a qu'on avait vu comme des posters où c'était présent dans des pamphlets de Disney, comme quoi ça s'en venait et tout. Donc, puis que finalement, ils n'ont jamais vu le jour. Donc, on va faire le tour ensemble aujourd'hui de ces attractions-là. Puis, en même temps, on va discuter ensemble, justement, Paul, bon, est-ce que ça aurait été cool que ces attractions-là voient le jour? Qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce qu'il y a des choses que, justement, à cause de ça, ils n'auraient peut-être pas vu le jour? Aujourd'hui, ça a l'air de quoi? Est-ce que ça serait encore pertinent ou est-ce qu'il faudrait, est-ce que ça serait appelé à changer encore? Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir cette discussion-là. Puis, on va débuter, en fait, par une transformation qui était vraiment prévue il y a quand même plusieurs années, mais de tout Future World. Ce projet-là à l'interne, au niveau de Disney, ça s'appelait le projet Gemini. Puis c'était un très, très, très gros projet qui voyait comme une refonte complète là, de Future World. En fait, le projet Gemini, ce concept-là, ben, dans le fond, ça revitalisait complètement justement la zone de Future World. Ça ramenait aussi beaucoup le concept là, ludo-éducatif, là, très original du parc. Puis le nom Future World aurait été remplacé dans ce projet-là par Discoveryland. En fait, le département d'Imagineering pensait que le nom Future World, ça les mettait sous pression. Puis c'est le cas d'ailleurs. Future World va comme changer dans les prochaines années. En tout cas, espérons-le. Avec tout comme Tomorrowland. Ouais, c'est ça. Quand c'est comme Tomorrowland, ce nom-là, fait en sorte que le futur rattrape rapidement le présent, puis là, ça fonctionne plus. Là. Donc, ça les mettait sous pression pour ce qui est des concepts, des attractions, la technologie là, qu'on croyait futuriste, qui l'était plus assez rapidement. Puis avec le changement de nom, justement, les Imagineers pensaient là, qu'il y aurait moins de pression sur eux là, pour repousser ces limites-là. En gros, le projet de Gemini, c'était des attractions qui n'ont pas vraiment vu le jour. Il y en a certaines qui ont vu le jour. En fait, vous allez voir quand je vais montrer tout à l'heure la map, là, il y a des choses qui se sont transformées un petit peu, là, comme il y a Test Track qui s'est ajouté. Soarin' est une espèce de cousin éloigné, je dirais, de ce projet-là, si on veut. Des choses comme ça qui ont été ajoutées. Parlant de Test Track, il était prévu pour les enfants, pour ceux qui ne pouvaient pas monter à bord de Test Track, un Test Track Junior qui était vraiment comme Autopia, Tomorrowland Speedway, tout ça. Il y avait quelque chose de prévu comme ça à côté de Test Track pour les enfants. Il y avait une espèce de Test Track original, là. Oui, ça semblait ça. Là. Après ça, il y avait une espèce de labyrinthe là, dans le coin du pavillon de Land qui était prévu également. Il y avait une montagne russe sur la thématique de la... forêt amazonienne, genre. Oui, forêt amazonienne, j'ai cherché le nom en français, le Rainforest. Donc, il y avait ça prévu également. Time Racers, ça c'était... Spaceship Earth, qu'on conservait au niveau de sa forme et tout, mais que l'intérieur changeait complètement, tout en gardant quand même l'espèce de même histoire, si on veut, de se promener à travers le temps, mais là, ça allait être une espèce de montagne russe. Donc, on allait se promener en montagne russe à l'intérieur de Spaceship Earth. Il y avait même, dans certains croquis, esquisses, un peu comme Tron, on peut voir aujourd'hui là, que l'attraction allait comme sortir pour revenir à l'intérieur, mais on se promenait quand même dans le temps, mais là, au lieu d'être une petite promenade bien tranquille à bord de Spaceship Earth, là, c'était un roller coaster. Puis il y a aussi une première version de l'attraction qui après a été ajoutée du côté de Magic Kingdom, Under the Sea, là, avec la petite sirène, qui était prévue également pour le pavillon de Seas, qui est par la suite... place de Nemo, C'est ça, par la suite qui est devenu Nemo. Donc en gros, c'était ça le projet Gemini. Puis juste vous montrer, ben là on voit pas très bien pour les gens qui nous écoutent en vidéo, mais d'ailleurs c'est la meilleure carte qui existe. Ouais, c'est ça, c'est la meilleure carte qui existe de ce projet-là. Donc on voit pas très très bien
bien nécessairement, mais vous voyez déjà que Spaceship Earth, bon, il y a le Time Racers à l'intérieur, le pavillon de C, justement, qui est un pavillon sur la petite sirène. Juste avant le pavillon, justement, de Land, quand on s'approche tranquillement, ben, à notre droite, c'est arrêté, justement, là, la fameuse montagne russe là, de la forêt amazonienne. À gauche, ça aurait été le labyrinthe. Ensuite un labyrinthe de haies, là. Ouais, c'est ça, de haies. Justement, il y en a un semblable, je crois, du côté de Disneyland Paris, hein, sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, si je me trompe pas. Je suis jamais allé, mais non, c'est ça, moi non plus, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer là-dessus. Puis si on regarde de l'autre côté de la carte, à côté de Test Track, justement, on avait le petit circuit là, d'Autopia Junior prévu. Mission Space, qui était quand même, qui faisait partie de ce projet-là. Test Track qui était là. Il y avait un projet d'expansion future pour le pavillon Wonders of Life qui va devenir le pavillon Play. LN Energy Adventure restait là à l'époque. Donc, il y avait un restaurant aussi robot, donc avec des robots. À la place d'Innovention. C'est ça, d'Innoventions. Donc, tu sais, il y avait quand même pas mal de choses sur ce projet-là. Qu'est-ce que tu penses en gros là, du projet? Aussi, ce projet-là aurait rajouté beaucoup de verdure dans le Future World. Ouais, de tout ce qu'on voit effectivement là, sur les gens qui nous regardent en vidéo. Sinon, les gens qui nous écoutent, ben, faites une petite recherche rapide là, sur Google, le projet Gemini, Gemini, Epcot. Vous allez trouver probablement la carte assez rapidement. Là. Mais c'est ça, ouais, elle est disponible, mais c'est ça, à peu près la qualité qu'on voit présentement, puis pas bien plus gros que ça. Ouais. Puis, non, moi, pour Spaceship Earth, là, voyons, Time Racer, ouais. Je trouve le concept intéressant, mais je trouve que c'est une fausse bonne idée. Tu sais, première chose qui m'est venue à l'esprit, la première fois que j'ai entendu parler de ça a été Rocket Rod du côté de Disneyland. OK. C'est-à-dire, ils ont pris le Tomorrowland Transit Authority, ils ont utilisé le même parcours, puis ils ont mis une attraction qui à haute vitesse là-dessus. Ouais. Puis, c'était tout le temps en panne parce qu'il fallait tout le temps que ça break parce que c'est pas fait pour aller à cette vitesse-là. Non. Puis le fait que ça breakait tout le temps, ça a fini par endommager la structure. Je suis pas mal convaincu que Spaceship Earth est pas fait pour recevoir une attraction à sensation. Ouais. Fait que, tu sais, pis là, si t'endommages Spaceship Earth, au niveau d'Epcot, c'est pas comme le Yeti du côté d'Animal Kingdom, là. C'est une grosse affaire, là. S'il faut que tu reconstruis Spaceship Earth, là. Fait que, ça me laissait... Ça me laissait perplexe un peu. Ouais. Sinon, pour le Autopia du côté de Test Track, je trouve l'idée intéressante, quoique y a-tu tant que ça des enfants qui peuvent pas faire Test Track? C'est de la grandeur minimum, mais pas si haute que ça, me semble. Ouais. Fait que, tu sais, je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'il y en a déjà un Magic Kingdom, à moins que tu sais, dans les projets, c'était d'en faire un Epcot pour éventuellement faire autre chose que d'une Magic Kingdom. Là. Ça aurait pu être intéressant à ce moment-là, parce que c'est vrai que de l'avoir aux deux endroits, c'est beaucoup redondant là, pour pas grand-chose, finalement. Ouais. Sinon, le Rainforest Roller Coaster, c'est sûr qu'une attraction en sensation du côté d'Epcot, ça aurait pu être intéressant. Ouais. Puis, ce que je trouvais intéressant, puis ce qui me rendait curieux beaucoup à propos de ce manège-là, de cette montagne russe-là, c'est que Disney, quand ils l'ont présenté, ils parlaient d'une attraction qui serait quand même éducative. Ouais. Fait que t'as besoin d'apprendre vite là, dans une montagne russe parce que... Fait que, tu sais, il y a probablement moyen, tu sais, s'ils disent ça, probablement qu'ils avaient trouvé, il y avait des idées par rapport à ça, puis j'aurais aimé ça, voir ces idées-là, justement, malheureusement, ça arrivera pas. C'est en plein ça. Peut-être aussi, tu sais, des fois, oui, éducatif, mais ça peut être comme au niveau, tu sais, pre-show, file d'attente, après l'attraction, des choses comme ça, parce qu'effectivement, une montagne russe éducative, là... à moins d'être une montagne russe très très lente là, mais c'est ça. C'est ça. Puis à l'époque, ça aurait été aussi la première montagne russe, parce qu'en fait, la première, il n'y en a même pas encore, elle s'en vient avec Gardien de la Galaxie, mais ça aurait été comme la première montagne russe également à Epcot, là, donc ça aurait été quand même quelque chose d'important. Là. Sinon, si je reviens sur Test Track Junior aussi, ça, je crois que ça aurait peut-être mal vieilli. T'sais, on en parle déjà du côté de Tomorrowland Speedway, comme quoi que
ben, il serait peut-être temps de passer à des véhicules électriques de ce côté-là. Ouais. Fait que là, probablement qu'on aurait eu le même discours aujourd'hui, mais du côté de Test Track Junior, mais là, on aurait fait... Ça aurait été encore moins justifié pour la Disney de le changer, parce que là, ça serait comme plus récent. Ouais. Fait que ça aurait peut-être mal vieilli, justement, de ce côté-là, mais... Ouais. C'est ça. C'est bon, mais ça aurait changé là, drastiquement là, toute la section Future World, ça, c'est clair. Ouais, net, juste Innovation aussi, il y avait beaucoup de changements qui étaient pas comme annoncés, mais comme prévu. Prévu. En plein ça. Restons du côté justement de Future World, on parle toujours des attractions qui n'ont jamais vu le jour du côté du parc Epcot. Un pavillon de l'espace, qui en fait, par la suite, il y a eu Mission Space et tout ça, mais ça, pavillon de l'espace, une attraction qui a été annoncée très tôt, en fait, pour Epcot, qui n'a jamais été réalisée. C'était produit avec l'aide de l'auteur Ray Bradbury, qui était déjà un fan de Disney à la base, puis qui était impliqué un petit peu au niveau du Spaceship Earth et compagnie. Donc, la pièce maîtresse de ce pavillon-là, ça aurait été une attraction de simulation vraiment là, massive, qui aurait déplacé là, un théâtre au complet, en synchro avec les visuels de l'espace, comme de l'atmosphère et tout ça. Un petit peu comme on va voir dans le bientôt, peut-être un jour, on ne sait pas, dans le restaurant Space 220. Là, pour les gens justement qui nous regardent en vidéo, vous allez pouvoir voir l'image. Sinon, pour les gens qui nous écoutent en audio, on va vous décrire un petit peu. C'est vraiment là, une espèce de théâtre gigantesque. On se croirait quasiment... c'est un peu dans Star Wars, là, quand il y avait avec l'empereur, les espèces d'assemblées, tout ça, avec les espèces de parties de salle un peu volantes, si on veut. C'est un peu l'impression que ça donne avec les croquis qu'il y avait de cette attraction-là. Puis, mais avec des fenêtres gigantesques qui allaient être des écrans. Donc, ce théâtre-là, justement, allait bouger comme pour créer une espèce d'impression vraiment de voler dans l'espace. Et sur les écrans, on aurait vu justement là, les paysages et tout ça. Donc c'était quand même très très ambitieux de ce qu'on voit au niveau du concept. Ouais. Est-ce que ça aurait bien vieilli? Ça, je suis pas convaincu. Mais à l'époque, parce que là on parle vraiment là, des premières années d'Epcot, là, cette attraction-là, je pense que ça aurait été au niveau technologique quelque chose de très, très intéressant pour ces années-là, mais qu'aujourd'hui, probablement que l'attraction ne serait plus là, à moins de trouver une façon incroyable là, de le renouveler. Tu sais, puis j'imagine ça, tu sais, c'est sûr qu'il aurait pu, effectivement, on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, il aurait pu le rajeunir avec le temps, puis tout ça. Mm-hmm. Sauf que c'est comme non plus pas la tendance de Disney de faire ça, ils ont tendance à étirer la sauce longtemps. Ouais. Puis, tu sais, on parle d'une attraction qui aurait été développée, tu sais, avec des visuels développés au début des années 80. Ouais. On est au début de la pas de la station spatiale, de la navette spatiale. Mm-hmm. Il y a justement pas encore de station spatiale. Ça fait pas encore 20 ans qu'on est allé sur la Lune. Fait que, tu sais, ce qui aurait été présenté au début des années 80, justement, l'espace, ça vieillit mal. Là. Ouais. Aujourd'hui, la navette spatiale, ça n'existe plus. On parle que de la station spatiale, justement. Là, on commence à regarder vers Mars. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, c'est des écrans. Tu sais, ça peut changer quand même relativement facilement. Là. C'est ça, mais encore là, combien d'attractions Disney ont avec des attractions, avec des écrans, je veux dire, qui rajeunissent pas, justement, qui étirent la sauce, justement, un peu trop longtemps de ce côté-là. Fait que, tu sais, il parlait de, justement, changer pour pas s'appeler Future World puis avoir un Discoveryland, mais là, c'est ça, tu sais, il se rentrait encore, avec cette attraction-là qui faisait pas partie du projet Gemini, il se serait gardé, justement, dans ce carcan-là de Future World qui vieillit mal, finalement. Ça aurait été quand même très... Oui, vas-y. Non, vas-y, toi. Okay, j'aurais quand même été très, très curieux, justement, de voir l'apport d'un quelqu'un comme Ray Bradbury, là, un auteur de science-fiction, tout ça, hyper renommé, tout ça. Voir jusqu'où il aurait pu amener, justement, toute l'histoire qu'elle allait nous raconter dans cette attraction-là. Là. Ouais, tu sais, ça me fait beaucoup penser à la murale qu'il y a devant à l'entrée de Spaceship Earth, justement. Tu sais, quand je pense à Ray Bradbury, bon, c'est pas lui qui a fait la murale, mais tu sais, c'est le genre de science-fiction un peu. Ouais, genre d'atmosphère,
Fait que, tu sais, c'est ça, début des années 80, ça marche, mais milieu 90, on est rendu ailleurs déjà. Là. Oh, ouais. Puis, ben, c'est là que je m'en allais aussi. Il y a eu d'autres pavillons de l'espace qui ont été prévus, même quand ça a été comme mis de côté. Quand ils ont parlé dès qu'ils ont commencé à parler de fermer Horizon, ils voulaient remplacer Horizon par un pavillon de l'espace, justement. Qui garderait la même bâtisse et le même parcours à l'intérieur. En fait, tu faisais juste changer des trucs au décor puis aux animatroniques, finalement. On va reparler tantôt, justement, de celle-là. Ah, t'en reparles tantôt, excuse-moi. Ouais, pas de problème. Je pensais que... Ben, regarde, on va en parler tout de suite. Je vais revenir après à l'autre où on était rendu. Mais oui, effectivement, je suis un petit peu ici. Je crois que c'est avec ça ici. C'est en plein ça. Donc, en 90, Disney avait annoncé un nouveau pavillon spatial dans Future World, sponsorisé par Delta Airlines, qui était déjà beaucoup impliqué, là, entre autres, du côté de Magic Kingdom, là, dans différentes attractions. GE, eux autres, avaient refusé justement de renouveler le parrainage pour Horizons en 93, au moment où justement les plans étaient vraiment de rafraîchir justement tout ce pavillon-là pour le transformer pour être plus dans le 21e siècle justement. Puis le manque de sponsors justement avait poussé Michael Eisner à décliner la mise à jour. Puis on avait décidé parce qu'elle était trop cher. Puis ensuite on a joué justement avec l'idée de transformer carrément le pavillon. Puis en pavillon de l'espace. Puis dans cette version-là, il y avait une des attractions dans le fond, dans lesquelles on aurait été suspendu à des rails dans les airs, dans des véhicules qui imitaient justement un jetpack spatial. Puis, ouais, je comprends. On se serait promené justement dans une espèce de sortie dans l'espace. Donc c'était un peu justement, comme tu disais, le même parcours qu'Horizons, mais suspendu dans les airs un peu à la Peter Pan, mais dans des espèces de jetpack. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir l'image justement à côté de nous où... en tout cas, l'image est vraiment tripante, là. Moi, c'est quelque chose que je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé, justement, en gardant, justement, tout j'allais dire la grandeur, l'immensité, justement, de l'attraction Horizons, une espèce de parcours complètement fou, comme ça, dans l'espace, mais dans les airs, avec une espèce de jetpack, tout ça, puis se promener, voler un peu au-dessus des décors qui allaient nous être présentés. Ça, je pense que ça aurait été quelque chose qui aurait été cool aussi, là. Ouais, puis en plus, tu sais, avec ce jetpack-là, tu sais, ils peuvent nous orienter de gauche à droite, puis nous pencher par en avant, puis tu sais, vraiment diriger notre regard, ce qui aurait pu être vraiment intéressant. Mais c'est ça, tu sais, ils parlaient de faire ça dans le même édifice que Horizon était, et malheureusement, l'édifice n'était pas possible de le garder. C'est pour ça qu'il a fallu qu'ils détruisent et trouver un autre concept. Là. Moi, ce que je trouve le plus plate dans toutes ces espèces de projets-là, de pavillons de l'espace, tout ça, c'est... Je trouve que au final, je pense qu'on a eu la version la moins intéressante de tout ce qui a été pensé, proposé avec Mission Space, qui est... Bon, qui est correct comme attraction, mais que c'est pas un incontournable à Epcot loin de là non plus. Là. Ça promettait, mais l'affaire, c'est que c'est de quoi d'intéressant, mais qui est pas bon pour tout le monde. Ouais. Puis même des gens qui sont capables de faire habituellement des montagnes russes puis des grosses montagnes russes peuvent arriver dans ce type d'attraction-là puis avoir un inconfort extrême. D'ailleurs, c'est pas mal pour ça. Tu sais, ceux qui le font aujourd'hui, même quand on fait Mission Orange, c'est beaucoup adouci par rapport à ce que c'était la première année. Là. Ouais, la première année, je veux dire, tu pouvais t'installer à la sortie du pavillon puis regarder les gens être malades. Là, c'est plate à dire, là, mais c'était carrément ça parce que ça avait aucun sens, là, comment que c'était intense. Là. Malgré tous les avertissements, puis les avertissements qu'on a aujourd'hui avec la Mission Orange, ils les avaient toutes. Ouais, mais l'affaire, c'est que malgré ça, puis là, aujourd'hui, il y a presque plus personne qui sort malade de... Non, là, maintenant, là, c'est très adouci au niveau de l'orange, puis verte, maintenant, c'est comme... même pour les enfants, là, oui, il y a une taille minimale requise, mais qui est quand même pas très élevée non plus, là, donc... c'est juste pour être capable de monter sur le banc. Là. Ouais, c'est ça, là, donc maintenant, c'est très bien, mais comme je disais, tu sais, dans tout ce qu'on peut lire sur ce qui a été pensé pour un pavillon de l'espace, au final... En tout cas, sur tout ce qui était... C'est sûr que c'est facile à dire en voyant des croquis, des esquisses, n'importe quoi, de dire hey, ça, c'était vraiment plus hot que Mission Space au final, là, mais en tout cas, ça reste des croquis, mais ça reste quand même plus intéressant. En tout cas, ça me parle plus que le pavillon actuel là, de Mission Space. Là.
Ben, en fait, même, tant qu'à ça, Horizon me parlait plus. Fait que... ouais, ça, c'est clair et net, là. Il nous reste... Oui, on reste encore dans Future World. En fait, une dernière petite chose dans laquelle je vais parler dans cette portion de parc à Epcot. C'était en fait du côté du pavillon de Land qui ne devait pas être du tout comme il est actuellement. En fait, entre autres, il devait y avoir une attraction à l'intérieur de ça qui s'appelait Blueprints of Nature, qui aurait présenté en fait un hôte audio-animatronique de Landkeeper. Déjà là, en partant, ça fait très Epcot, je trouve ça cool, là, tu sais, avec la personne qui nous accueille et tout, mais qui est un audio-animatronique puis qui va nous suivre dans toute notre aventure. Donc, il nous aurait amené justement dans un voyage à travers cette attraction-là. Ça aurait commencé par une espèce de spectacle là, de type Carousel of Progress, mais qui rappellerait davantage un petit peu là, la scène d'ouverture de Journey into Imagination, la première version de tout. Après, on a fait un tour en montgolfière, toujours dirigé par justement le Landkeeper. Puis, il y allait avoir aussi là, justement une espèce de regard écologique, on est dans le pavillon de Land, tout ça, mais sinon, on s'est peu de choses sur cette attraction-là. Puis, même au niveau de l'extérieur, on connaît là, actuellement de quoi a l'air le pavillon de Land, là, avec les serres sur le dessus, tout ça. Pour les gens, encore une fois, qui nous regardent en vidéo, vous allez voir, c'était un peu le même principe, mais beaucoup plus en hauteur, beaucoup plus de fenêtres et tout ça. Donc, on allait voir un petit peu justement ce qu'il allait avoir à l'intérieur, mais de l'extérieur. Puis ensuite de ça, au niveau vraiment aussi de l'attraction, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir à droite un petit peu là, les montgolfières. C'est pas pour rien qu'on retrouve également des montgolfières maintenant là, dans le pavillon de Land. C'est une espèce de petit clin d'œil à ça également. Il va y avoir une espèce d'attraction dans laquelle on allait justement survoler certaines scènes et tout ça en montgolfière. Et le fameux Landkeeper, il est là ici également en photo, les gens qui nous regardent en vidéo. Donc le duo animatrique, le personnage qui fait penser un petit peu aussi un genre de personnage à la Dreamfinder, tout ça. Ça fait très très Epcot. Puis, je trouve ça bien intéressant comme concept. Encore une fois, on est dans les années 80, on est dans les débuts d'Epcot, donc on est encore dans cette espèce de volonté-là d'avoir des attractions, mais d'être éducatif aussi en même temps. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé voir, toi, dans le pavillon de Land? Oui, mais c'est ça. C'est en même temps ce qu'il y a au pavillon de Land, je trouve ça aussi très bon là, la ride en bateau. En fait, je trouvais ça meilleur évidemment quand il y avait quelqu'un en avant. Mm-hmm. Mais c'est pas. Mais non, ça aurait été intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose. Mais tu sais, quand on regarde le dessin concept, ça ressemble beaucoup à des serres, mais un peu plus futuriste. Ouais. Tu sais, un peu comme. Puis, tu sais, Landkeeper, ça fait un peu penser à ça aussi, mais tu sais, comme des cristals qui sortent de la terre, mettons, ou quelque chose du genre. Oui, au niveau de la forme là, des bâtiments, oui, c'est vrai, ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Donc, tu sais, ça fait comme penser la terre est un joyau, puis tout ça, tu sais, il y a de quoi quand même d'assez poétique, puis un message qui passe là-dedans. C'est sûr qu'une attraction de type Carousel of Progress, tu sais, c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Fait que... Ouais, mais ça, c'était vraiment. La façon que moi je le vois, c'était vraiment plus une espèce de pre-show, si on veut, qui allait nous amener après à l'attraction de Montgolfière. Là. Ouais, ok. Qui est quand même un concept intéressant, je trouve, justement, ça fait changement un petit peu, justement, du traditionnel bateau. Quand Disney, souvent, quand ils veulent faire une nouvelle attraction, on dirait que le premier réflexe, c'est d'y aller avec la technologie qui fonctionne déjà très bien, mais qui, à quelque part, est très commune également. Donc, d'y aller avec une ride en bateau, ce qui, d'ailleurs, a du côté du pavillon de Land, avec les Wingwood de Land. De ce côté-là, Disney, ils ont eu une bonne idée pour Small World un moment donné, puis ils ont usé l'idée. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, de l'avoir justement Montgolfière, mais encore là, à quel point ça peut changer au fil des ans, tout ça, d'avoir cette structure-là. Puis, on parle des années 80 aussi. Je sais pas à quel point aujourd'hui ça serait encore pertinent d'avoir ce type de véhicule-là à l'intérieur. Là. Oui, entre autres. Puis, tu sais, aussi, on parle de quelque chose de gros. Là, c'est une grosse affaire quand même à installer, à entretenir. Donc, ça coûte cher aussi, non seulement à construire, mais à entretenir, versus la ride en bateau, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Fait que,
je sais pas. C'est sûr que ça aurait vraiment été intéressant de pouvoir voir ça. Mais je pense pas que ça aurait survécu autant, justement, probablement à cause des coûts. Non. Probablement que Disney a mené, à moins que ça aurait été super populaire, mais je pense pas que ça aurait été beaucoup plus populaire que Deland. Non, effectivement. Mais... Parce qu'au final, c'est pas une attraction en sensation. Au final, tu finis par voir le même genre de truc. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, il y a quand même, il y a Soarin', c'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça reste quand même un concept que moi, je trouve quand même intéressant pour l'époque, en plus. Là, c'était quand même assez innovateur aussi. Là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Allons faire un tour maintenant du côté du World Showcase, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi également. Vraiment beaucoup qui ont été prévues au fil des ans. Vous allez voir, on voit un petit peu plus loin d'ailleurs, je ne sais pas quand on va parler de quel pavillon, parce que oui, il y a eu plusieurs pavillons prévus, pensés, annoncés même, qui n'ont jamais vu le jour. En fait, la façon que actuellement le World Showcase est fait, c'est toujours comme ça, il y a toujours autant d'espace là qu'il y en avait à l'époque. En pratiquement chacun des pavillons actuels, il y a de l'espace pour en mettre un autre. Donc, c'était comme prévu au départ qu'il allait avoir comme le double des pavillons, mais au fil des ans. Donc, on voulait débuter par un nombre X, puis y aller progressivement, agrandir, tout ça. Puis finalement, après seulement 2 pavillons qui ont été ajoutés depuis l'ouverture d'Epcot, Maroc, Norvège, j'en vois pas d'autres, hein, c'est ça. Donc, tu sais, il n'y en a pas vraiment eu d'autres, mais il y aurait eu de la place vraiment pour vraiment plusieurs autres. Ben, en fait, il y a encore de la place, là. Donc, c'est ça. Fait que, on va en parler tout à l'heure, justement, de ces pavillons-là, mais quand même, à l'intérieur des pavillons existants, il y a déjà eu aussi d'autres projets, dont un qui, en fait, ma foi, fait genre est discuté depuis tout début, parce qu'on va parler de Mary Poppins. Et pas du Mary Poppins qui a été annoncé l'an dernier, puis qui là a été annoncé comme étant sur pause. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on va le voir un jour, là, malheureusement. Là, ça va être peut-être dans 10-15 ans, quand on va faire un autre épisode du genre, on va parler vous souvenez-vous, à l'époque, quand il avait annoncé une attraction de Mary Poppins à Epcot. Mais il y en avait déjà eu une qui avait été pensée, puis pas par n'importe qui aussi. Là, c'était quand même Tony Baxter qui l'avait pensé à l'époque. Donc, combien d'attractions ont été mises sur pause? Oh oui, vraiment plusieurs. Là. Qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Fait que là, présentement, il y en a une sur pause, c'est Mary Poppins. Mais là, on revient à Mary Poppins qui a été pensée par Tony Baxter avant même qu'il soit un Imagineer. C'était comme un projet qu'il avait envoyé même à Disney comme pour leur montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire et tout ça. Il était engagé beaucoup plus tard. Puis par après, il l'avait comme proposé officiellement. Ça a été pensé pour Disneyland. Ça a été pensé également pour Epcot. Dans cette version-là, c'était comme une espèce vraiment de dark ride qui mélangeait un peu de tout. On commence sur un carrousel avant que les chevaux ne sautent du carrousel. Donc, on était sur un carrousel, puis là, tout d'un coup, les chevaux se mettaient à se promener, à sortir carrément du carrousel. On aurait voyagé à travers justement plein de dessins à la craie, à travers lesquels Mary Poppins est transportée avec Bert, avec Jane, avec Michael. Par avoir vu justement là, la course de chevaux, on aurait rencontré des pingouins. On se serait ensuite retrouvé, oui, sur les toits de Londres, où les ramoneurs auraient fait un spectacle. Puis enfin, à la toute fin, en fait, les chevaux auraient retourné comme par magie dans le carrousel avec la chanson de Let's Go Fly a Kite. Puis pendant qu'on parle de cette attraction-là, pour les gens qui nous regardent en vidéo, je vais justement vous mettre un petit vidéo qui avait été présenté du côté de D23 il y a quelques années, de Tony Baxter, qui justement lui-même présentait ses croquis. Donc vous allez voir quand même que son concept était vraiment intéressant et très avancé. L'attraction qui allait s'appeler Jolly Holiday. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, Mary Poppins. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir un jour dans les parcs? Est-ce que c'est cette version-là que tu aurais aimé? Ou, ben, on peut pas vraiment comparer, puisqu'on n'a jamais vraiment su ça allait être quoi, la nouvelle version? Là? Ça aurait peut-être été ça. Peut-être, on sait pas. Mais moi, c'est... oui, effectivement, voir de quoi de Mary Poppins. Écoute, Mary Poppins, c'est un film que j'adore. Très important dans l'histoire de Disney, en plus. En plus. Et le concept aussi, justement, de rentrer dans l'univers, justement, de l'apparition de Mary Poppins qui était en dessin animé. Ouais. Puis que, tu sais, on part justement sur le carrousel, puis qu'on... Écoute, je trouve que c'est une idée géniale. Puis, tu sais, Mary Poppins, ça vieillit très bien. Mm-hmm.
d'autres, tu sais, même si on fait d'autres films aujourd'hui, il reste que le Mary Poppins original reste quand même une référence. Ouais. Puis donc, je suis convaincu que ça aurait très bien vieilli. L'espace du côté du pavillon de l'Angleterre est disponible. Tout à fait. Fait que, non, moi, ça aurait été de quoi qui m'aurait grandement emballé. Ouais, non, je pense Même si c'est pas une attraction à sensation, que c'est ça qui manque du côté d'Epcot, il reste que d'avoir une attraction de Mary Poppins du côté de l'Angleterre, ça va de soi pour moi. C'est même pas... Puis de cette version-là, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment comme de marier le tout, c'est-à-dire vraiment le côté très, j'allais dire un peu fou de Mary Poppins, là, tu sais, d'aller justement dans les mondes en dessin animé, tout ça, puis de vraiment finir comme à Londres, là, avec, avec comme le monde réel dans lequel les personnages vivent, là, donc ça, je pense, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis justement, les esquisses là, qui étaient présentées dans la vidéo par Tony Baxter, c'est vraiment, vraiment génial. C'est très... j'allais dire très classique Disney aussi, là, dans ce type d'attraction-là, Dark Ride, là, à la Peter Pan et compagnie, mais vraiment comme poussé encore plus. Là, donc, je pense que ça aurait été un univers bien intéressant à voir. J'espère qu'un jour, le bouton pause va être pesé sur play et qu'on va remettre le projet sur les rails, là, parce que je pense que ça serait vraiment un ajout intéressant au pavillon du Royaume-Uni. Puis, c'est un no-brainer. Là, quand on pense Royaume-Uni, on pense à quoi? On pense souvent à Mary Poppins. Donc, ça fait du sens de l'avoir là-bas. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, aussi, si on se fie au dessin de Tony Baxter, c'était quand même, oui, quelque chose de moderne, tu sais, avec des nouvelles technologies, mais ça restait une Dark Ride quand même traditionnelle, justement, comme tu disais, comme Peter Pan, puis tous ces trucs-là. Fait ce qui est, tu sais, si on regarde du côté de Mickey's Runaway Train, c'est un dark ride, mais tu sais, il y avait un nouveau genre de dark ride, ce qui est bien correct, là. Mais je trouve ça intéressant que Mary Poppins soit fait d'une façon justement plus dark ride classique. Ouais. Puis tu le disais tantôt, ils ont de l'espace du côté du Royaume-Uni, puis d'ailleurs, c'est un des pavillons actuels pour lesquels il y a eu le plus de projets, je pense, dans l'histoire d'Epcot. Sinon, parce qu'il y a eu également... Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations là, connues sur cette proposition-là, mais il y avait une expérience permettant de naviguer le long de la Tamise. Donc, encore une fois, on revient à la technologie de la promenade en bateau du côté de Disney. Ça va revenir. Ouais, c'est ça. Ça permettait d'explorer justement des sites historiques, des monuments tels que la Tour de Londres, le palais de Westminster. Il y allait avoir une réplique là, de Big Ben. Puis l'expérience allait se comparer un petit peu justement à la croisière le long de la vraie Tamise au Royaume-Uni, mais à une échelle bien sûr beaucoup plus petite. Puis l'attraction n'a jamais progressé là, au-delà vraiment de la phase de planification. Par contre, de ce qu'on peut voir, c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment immense. Encore une fois, pour les gens qui nous regardent, vous allez pouvoir voir la carte. Sinon, pour les gens qui nous écoutent, là, c'était vraiment là, dans le fond, une attraction dans laquelle, oui, on allait se promener en bateau, mais c'était une attraction qui allait être comme intérieure, donc vraiment avec une espèce de façade extérieure qui allait comme vraiment fitter dans le décor du Royaume-Uni. Puis ensuite de ça, on allait faire quand même un très très long trajet justement en bateau parmi les décors de Londres. Donc, ça reste dans la thématique originale du World Showcase, c'est-à-dire de pas basé sur un personnage, mais basé sur le pays en tant que tel, d'aller découvrir un petit peu justement là, la culture de ce pays-là. Ce qui, d'un autre côté, est le vrai but de Epcot. Ouais. Du World Showcase particulièrement, c'est de découvrir un pays. C'est sûr que je trouve l'attraction de Mary Poppins très intéressante, comme je disais tantôt. Mais l'avantage de celle-là, c'est qu'on découvre l'Angleterre. Ouais, sans passer par le film, nécessairement, oui, c'est ça, qui est quand même un raccourci utilisé aussi beaucoup dans quelques pays quand même. Là. Ouais, puis tu sais, tantôt, je parlais d'étirer la sauce sur les vidéos. Là. Si on pense au pavillon de la France... Ouais. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui est encore vivant dans ces vidéos-là. Non, vraiment pas. Là. Puis juste avant qu'ils fassent la conversion de Maelstrom en Frozen Ever After, non plus. Là, le film de la Norvège, là, c'est quoi que le fluo revient à la mode, là, mais on avait passé le cycle justement de la mode pour y revenir, là, pour montrer à quel point ça faisait longtemps. Mais ça, c'est le genre d'attraction.
genre d'attraction aussi, là, tu sais, comme, bon, tu sais, au Mexique, n'importe quoi, tu sais, qui se fait bien. C'est pas un must, mais ça reste intéressant, justement. Ça permet peut-être aux gens aussi de découvrir davantage le pavillon. Parce que des fois, tu sais, on peut des fois montrer des photos. Je donne un exemple, le pavillon de l'Italie. Probablement qu'il y a des gens qui sont jamais allés au bout. Là. Pour des gens qui sont pas allés manger au Via Napoli, quoi que ce soit, qui sont probablement jamais rentrés jusqu'au fond pour aller visiter comme les décors du pavillon. Donc, d'avoir ce genre d'attraction-là, justement, ça permet aussi ça permet aux gens d'aller découvrir davantage le pavillon parce qu'il y a un intérêt à aller à l'intérieur du pavillon. On ne fait pas juste passer en avant ou rentrer dans une boutique ou se ramasser une bière au pub ou peu importe. Là, on aurait entré plus loin dans le pavillon du Royaume-Uni, ce qui aurait été aussi intéressant. Par contre, moi, dans ces projets-là, même si Mary Poppins, oui, c'est un projet qui moi, m'appelait beaucoup. Un autre projet qui a été pensé, développé du côté également du Royaume-Uni, que moi, je trouve encore plus intéressant. En tout cas, qui me parlait un petit peu plus parce que ça faisait en sorte de toucher à plusieurs univers en même temps dans une seule zone avec des attractions différentes. C'est ce qui s'appelait, en fait, la forêt enchantée. C'était une espèce d'expérience de jeu interactive à plusieurs zones construites autour de 4 films de Disney. Il y avait Alice au Pays des Merveilles, Mary Poppins, Winnie the Pooh et Robin Hood. On en parlait l'autre fois dans ce qu'on aimerait avoir comme franchise avec plus de place dans les parcs. On en parlait de Robin Hood. On aurait retrouvé entre autres des sculptures topiaires comme on peut retrouver du côté du Flower and Garden Festival. Il y a eu des rencontres de personnages. Il y aurait eu un sentier avec une tente en plein air qui allait s'appeler The Mouse Tear Peace Theater. Donc, il y aurait une scène avec divertissement, un spectacle, mais aussi avec un topiaire de Mickey comme chef d'orchestre de la Mickey Mouse Revue. Donc, il y avait le mélange du côté Royaume-Uni, mais avec aussi la présence de Mickey, ce qui est bien intéressant. Puis la forêt enchantée, justement, aurait également apporté au Royaume-Uni un élément vertical indispensable, c'est-à-dire un Big Ben, donc un peu comme la Tour Eiffel en France. Là, on aurait eu vraiment notre truc qu'on voit au loin, là, parce que, tu sais, quand on regarde un petit peu, on fait le tour du World Showcase, là, on regarde à l'horizon, le pavillon du Royaume-Uni, il ressort moins un petit peu que les autres, parce que, le Canada, on a le château, après ça, le Maroc aussi, c'est en hauteur, à peu près tout, ils ont quelque chose en hauteur, mais pas le Royaume-Uni, donc ça aurait été intéressant à ce niveau-là. Puis, ça allait être aussi très très grand aussi là, avec justement le labyrinthe, tout ça. Donc les gens, encore une fois, désolé pour les gens qui nous écoutent en audio, mais pour les gens qui sont en vidéo, vous allez pouvoir voir quelques images justement de toute cette section-là qui était quand même très très grande, puis qui allait amener justement des éléments, là, comme on peut voir justement, là, comme je le disais, de Robin des Bois, tout ça, donc Mary Poppins. Donc je pense que ça aurait été quelque chose de très très intéressant. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses justement de ce projet-là, toi, Paul? Oui, c'est intéressant, mais tu sais, je trouve qu'avec Mary Poppins, il y a moyen quand même de... Tu sais, je reviens encore avec Mary Poppins, mais tu sais, il y a moyen quand même de faire découvrir l'Angleterre à travers cette attraction-là. Mm-hmm. Tandis que là, à part des jardins de roses ou des affaires de même, on reste oui, des personnages, des attractions, oui, Big Ben, ça c'est clair, mais tu sais, en même temps, les deux autres attractions qu'on parlait n'empêchent pas Big Ben. Non, même qui était pas mal prévu aussi là, dans les plans. Là. Fait que oui, mais je trouve, tu sais, je l'ai souvent dit, je trouve déjà qu'il y a trop de personnages du côté du World Showcase. Puis, on va en avoir encore plus dans les prochaines années, Paul. Ouais, je sais bien, mais c'est ça. Mais non, ça reste un projet intéressant, mais je préfère... tu me donnes le choix entre les trois, là, je préfère Mary Poppins. Ouais, moi ce que j'aime de celui-là, c'est justement d'exploiter comme l'extérieur du pavillon, puis de créer une espèce d'endroit un peu rassembleur aussi. Là. Ouais, ok, ouais. Par contre, c'est sûr que il n'y a pas grand-chose à voir au niveau des esquisses, tout ça, du projet, tout ça, mais ça pourrait facilement tomber en espèce de, j'allais dire un peu mini Flower Garden Festival avec des jeux pour enfants extérieurs, tout ça, c'est sûr que, mettons une attraction comme on a regardé tout à l'heure de Mary Poppins, ben c'est beaucoup plus massif, à plus grand déploiement aussi. Là. C'est sûr que tu me laisses le choix entre une zone comme ça un peu interactive et une attraction, je vais te prendre une attraction tout de suite. Là. Mais
dans l'utilisation de l'espace actuel de l'extérieur, bon, oui, il y a le groupe de musique qui est là à l'occasion, tout ça, mais de se servir de cette cour arrière-là pour créer une espèce d'un endroit comme ça, où on peut rencontrer des personnages, qu'on est un peu plus du côté nature, tout ça, mais ça, je trouve quand même l'idée là, intéressante. Là. Par contre, c'est ça, dans les trois, c'est celui que je suis le plus surpris qui n'a pas été réalisé. Ouais, parce que c'était probablement le plus facile aussi à faire, le moins coûteux, là, probablement. Là. Un autre pavillon qui a qui a été visé par plusieurs possibles attractions au fil des ans, ça a été le pavillon du Japon également. Donc, souvent, on a entendu parler d'une attraction qui pourrait venir. Celle qu'on a le plus souvent entendu parler, en fait, c'était le Mont Fuji Roller Coaster, qui aurait été vraiment là, une espèce de roller coaster justement dans une montagne. Donc on aurait eu une grosse montagne dans le World Showcase. Puis il y aurait eu justement un gros roller coaster qui aurait été là-dedans. Bon, quand tu regardes ça, ce que tu dis, bon, ça fait-tu une montagne dans le World Showcase à la base? C'est quelque chose que visuellement tu trouves que ça pourrait fonctionner? Oui, en fait, même en pensant que justement c'est derrière le pavillon du Japon, puis qu'en premier plan de cette montagne-là, il y a le pavillon du Japon. Oui, ça peut fonctionner. Oui, je vois pas pourquoi ça fitterait pas. La compagnie Kodak n'était pas d'accord avec moi. Non, effectivement. Oui, ça, c'est une des raisons majeures, justement, au niveau du développement de cette attraction-là. Parce qu'à l'époque, c'était Kodak qui était le sponsor, je vais dire quasiment principal d'Epcot. Là. Il sponsorisait vraiment beaucoup de choses du côté d'Epcot. Puis il était comme la compagnie, parce qu'à l'époque, on se rappelle qu'il fallait aller acheter des films pour mettre dans notre appareil photo et tout. Donc, c'était comme le film officiel à Disney. Quand on s'achetait des films là-bas, c'était des Kodak. Puis, étant donné que le compétiteur principal de Kodak, ben, c'est Fujifilms, ben, eux, de voir une attraction qui allait s'appeler Fuji, disons que ça ne plaisait pas beaucoup à Kodak. Donc, que d'un peu partout à travers le parc, ben, en tout cas à travers le World Showcase, on aurait vu un rappel de ce compétiteur-là. En plus, donc c'était moins intéressant là, pour Kodak. Donc, on peut les comprendre un peu. Ouais, donc c'est un peu pour ça que ça avait été remis malheureusement, parce que ça aurait pu quand même être trippant là, d'avoir. Parce que l'on parle, ça remonte à là, très longtemps. Là. Donc déjà à cette époque-là, d'avoir un roller coaster prévu du côté d'Epcot, ça aurait pu être bien le fun. L'autre attraction qui avait été prévue, en deux versions différentes, c'était ce qu'on appelle en fait le Bullet Train. C'est une attraction qui aurait été, bon, techniquement une espèce de simulateur mélangeant un petit peu les similitudes avec les fameux films là, Circle Vision là, qu'on retrouve à Epcot. Donc le train, lui, aurait été en mouvement limité, tandis que des films montrant là, différents endroits justement du pays nous auraient entourés. Bon, si vous êtes déjà à la Universal, là, pensez au train d'Harry Potter. C'est un peu exactement ce principe-là. Donc, le train, oui, bouge. Par contre, là, il y aurait eu des écrans qui nous auraient présenté comme un peu le Japon. Puis, à un moment donné, il y avait eu même un thème de Godzilla. Donc, on voulait faire vraiment aller un petit peu ailleurs. Oui, présenter un peu le Japon, mais après ça, finir avec quelque chose avec justement Godzilla, donc mettre un peu plus d'action là, dans cette attraction-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses justement de ce principe-là? C'est quelque chose, ça, j'ai l'impression, c'est pas quelque chose qui aurait... Ben, quoi que... Je veux dire qu'elle n'est pas nécessairement bien vieilli, mais en même temps, justement, Harry Potter, c'est pas si vieux que ça. Puis qui utilise cette technologie-là. Puis on utilise aussi également du côté de Universal cette technologie-là, oui, pour les attractions des dernières années là, de Kong et de Fast and Furious, qui sont exactement ce type d'attraction-là. Donc j'imagine qu'au fil des ans, il y aurait eu une version 3D probablement de cette attraction-là, si cette attraction-là avait été construite. Ça aurait pu être cool, ouais. Oui, moi, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, je comprends pas trop pourquoi ça n'a pas été fait. Tu sais, probablement que la portion la plus chère là-dedans, c'est de tourner le film. Ouais. Puis, dans le fond, tu attaches une caméra 360 sur le dessus d'un bullet train, puis tu le laisses aller. Puis, tu sais, ben, c'est ça. Puis l'avantage de ça, de cette attraction-là, je trouve, c'est justement, ça nous fait voir. Il y a possibilité de nous faire voir une grande partie du pays, de voir de la culture que, tu sais, à travers le Japon pis tout ça, comment que c'est différent d'une région à l'autre. Le train est un moyen de transport, le bullet train entre autres du côté du Japon, qui est un moyen de transport assez important, donc ça fit
aussi avec la culture et tout ça. Je trouve que ça aurait été quelque chose de très intéressant. Godzilla, je l'aurais vu comme plus un... On fait de quoi de temporaire, mettons, pour l'Halloween? Ouais, je comprends, ouais. Quelque chose du genre, là, mais de l'avoir tout le temps avec Godzilla, je suis moins sûr. Alors, encore une fois, ça dépend comment c'est présenté et tout ça, mais en fait, je pense que ça aurait même été peut-être plus cool d'avoir de quoi juste une fois de temps en temps ou, tu sais, à tous les jours, mais à partir de telle heure, il va y avoir Godzilla ou quelque chose de genre, tu sais. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de... Bon, oui, d'utiliser encore une fois le film pour présenter un pays, ce qui est quand même assez commun du côté du World Showcase, mais d'une autre façon. Là, c'est pas comme présentement, Chine, Canada, exactement la même technologie. Là, c'est de le présenter, oui, en film, mais d'une autre façon, une façon un peu plus originale, qui fait en sorte que quand tu as vu celui de la Chine, puis que là, tu arrives au Japon, tu fais pas, encore un film 360, on vient d'en faire un. Là, c'est comme une attraction quelque part aussi en même temps. Là. Puis en même temps, du côté du Canada, ils ont juste à nous embarquer sur le dos d'un orignal, puis ça va faire différent. Ouais. Ils auraient pu faire ça, c'est vrai. Un orignal, tu sais, comme des centres d'achat. Oui. Tu mets 25 cents, là, on va rester, en fait, là, là, dans les attractions prévues, en fait, c'est comme la dernière de laquelle on va parler là, pour les pavillons existants. Et c'est celle qui a comment je pourrais dire ça, qui a vu, qui a le plus vu la chance peut-être de venir au monde, si on peut dire. Là. C'est une attraction qui était vraiment prévue. En fait, l'espace est encore là, est prévu. Le bâtiment a été construit. On va parler du pavillon de l'Allemagne. Le pavillon, ce bâtiment-là prévu pour l'attraction est utilisé maintenant comme entrepôt et tout ça, mais il est là. Donc, on était vraiment très, très, très près. C'est vraiment une question de budget à la toute fin. Avant l'ouverture d'Epcot, il fallait couper à quelque part, puis c'est ce qui a été prévu. C'était situé dans le pavillon de l'Allemagne. L'attraction devait présenter un certain nombre de lieux d'événements dans toute l'Allemagne, tels que l'Oktoberfest, la Forêt Noire, Heidelberg, la vallée de la... Oh là, je vais le maganer, mais c'est Ruhr, probablement qu'on le prononce. C'est tout ce qui aurait été présenté. En tout cas, plein de choses. Donc, encore une fois, on revenait au bateau. Donc, probablement quelque chose qui allait ressembler un petit peu à ce qu'on a au Mexique. Par exemple, l'attraction du Mexique, mais là, on est en Allemagne. Mais comme je le disais, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment prévu, même que actuellement, de la façon, si vous allez au pavillon de l'Allemagne, il y a comme 2 portes gigantesques quand vous arrivez au bout, quand vous allez au fond du pavillon. À la gauche, c'est pour aller au restaurant Biergarten. Et à la droite, c'est une espèce de porte qui est comme constamment fermée. Ben, c'est là qu'aurait été l'entrée pour aller dans cette attraction-là. Encore une fois, je pense que ce type d'attraction-là, ça reste encore, comme je disais tantôt, au niveau c'est un peu comme les Dark Rides, c'est-à-dire que ça pousse à aller dans le pavillon, ça occupe du temps, même si c'est pas une attraction, c'est pas un incontournable, mais c'est le fun quand même d'aller faire cette attraction-là. Je pense que ça aurait été un bel attrait, justement, au pavillon de l'Allemagne. Oui, tout à fait. Puis, ben, c'est ça, à la place, on a eu une murale. Ouais. Mais par contre, tu sais, je regarde ça, puis si toutes les attractions à bateau avaient été construites, en plus de celle du Mexique, là, aujourd'hui, on rit des films d'Epcot, mais là, on rirait des attractions à bateau d'Epcot. Ouais, on dirait à un moment donné. Mais reste que, par contre, c'est un beau médium quand même pour, justement, voyager à travers un pays, puis voir différents paysages, différents landmarks, là, j'ai pas des différents attraits qu'on pourrait voir dans ce pays-là. Puis, que ce soit avec des audios animatroniques ou juste des scènes fixes ou peu importe la façon, je pense que ça aurait pu être intéressant parce que de l'extérieur du pavillon de l'Allemagne, je me sens pas tant en Allemagne que la différence entre l'Allemagne puis l'Angleterre est pas tant flagrante que ça. Oui, il y a une différence, là, mais reste que c'est très semblable. Là, ou ça, ou même la Norvège, encore plus la Norvège, c'est... c'est quelque chose, on s'en va quand même dans le similaire, donc ça aurait pu... ça aurait pu être bien mal fun, puis aussi, là, on pense à aujourd'hui,
exemple, on a ajouté justement au Mexique, Donald, tout ça, ben, il y aurait pu aussi, dans ce type d'attraction-là, on aurait pu ajouter des choses aussi là, en lien, là, que ce soit Blanche-Neige, n'importe quoi, vu qu'il n'y a plus d'attraction, bon oui, il y a la mine des sept nains, là, mais il y aurait pu avoir des petits éléments de Blanche-Neige, par exemple, en Allemagne, il allait peut-être aussi présenter des contes classiques là, de l'Allemagne, peu importe, là, c'est pas nécessairement en lien avec Disney, mais rajouter des choses comme ça aurait pu se faire aussi facilement aujourd'hui, dans cette volonté-là d'amener plus de personnages, justement, là, dans les différents pays du monde. Tout à fait. Allons-y maintenant dans les pays qui n'ont malheureusement pas vu le jour. On en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'espace, il y a encore de la place, donc... c'est pas impossible quand dans les prochaines, pas les prochaines années, les prochaines décennies, les pavillons s'ajoutent. On entend parler toujours de plein de choses, du Brésil, de plein de choses, mais il y a vraiment plusieurs pays là, qui ont été prévus pour le World Showcase. Il y en a certains pour lesquels on a très peu d'informations et pas vraiment de visuels. Je vais vous en parler tout de suite. Il y a eu le Costa Rica, qu'à un moment donné, qui avait quand même été assez avancé là, dans les discussions, entre autres avec le gouvernement là-bas, qui aurait inclus, oui, une grande serre remplie de plantes tropicales et d'oiseaux. Il y a aussi, à un moment donné, l'Iran qui était prévu. C'est un pavillon proposé, en fait, avant même la construction d'Epcot. Donc, au début, là, quand ils faisaient les plans, tout ça, bon, il y avait eu des démarches avec l'Iran qui aurait comporté une promenade explorant différentes parties de l'histoire perse, une zone qui ressemblait à un bazar. Après ça, après, par contre, la révolution iranienne, qui a eu vu justement le bouleversement, oui, du Shah d'Iran, le concept a complètement été abandonné parce que, bon, là, il n'y avait plus moyen d'avoir vraiment de financement ou de participation du gouvernement là-bas et tout ça. Donc, ce projet-là avait été abandonné. De toute façon, ça aurait été un peu ridicule d'avoir ce pavillon-là à ce moment-là. Oui, parce que on tombait dans les frictions avec les États-Unis et tout. Là. C'est ça. En 2020, c'est correct. Là, on est passé à autre chose. Mais au début des années 80, d'avoir un pavillon de l'Iran, il y aurait eu des douanes à l'entrée. Puis... Ouais. Sinon, l'autre, il y a le Venezuela aussi, là, qui a été souvent proposé. Il y a eu des discussions avec eux. Puis ce pavillon-là, il aurait inclus en fait une cascade, une tour construite dans une falaise et un projet en tramway aérien. Donc, ça fait partie de ceux là, pour lesquels on a un petit peu moins d'informations. Sinon, également, certains que vraiment on a vu des esquisses de la part de Disney, donc des choses qui ont été vraiment plus officielles, pas juste des pourparlers ou des oui-dire, des choses qu'on a vues là, dans des brochures ou des choses comme ça de Disney. Il y avait entre autres le pavillon de l'Espagne qui avait été carrément annoncé pour le World Showcase. Il y aurait avec eu une pancarte, tout. Ouais, il était là dans la carte, tout était là. Donc ça, c'était vraiment officiel, mais on sait pas trop pourquoi, ça n'a pas vu le jour. Il y aurait eu 2 attractions différentes, un film, bien sûr, et une dark ride. En bateau. Probablement en bateau. Le restaurant principal aurait été un restaurant de tapas au bord de l'eau, donc proposant les fameuses petites assiettes de cuisine traditionnelle espagnole. Donc, pas beaucoup d'infos nécessairement. Par contre, justement, il y avait eu l'annonce officielle avait été faite, puis il y avait eu aussi des images, dont une pour les gens qui nous regardent en vidéo, là, qui peuvent regarder actuellement. Donc, je pense que ça aurait été quand même un pays intéressant aussi à aller visiter du côté du World Showcase. Là. Oui, effectivement, une culture. Ben, tu sais, il y a aussi ça là, qui est intéressant du côté du World Showcase, c'est oui d'avoir plusieurs pays, mais d'avoir plusieurs pays avec des cultures différentes. Tu sais. Puis l'Espagne, même si c'est collé sur la France, puis ben, quand même très proche de l'Italie, reste la culture espagnole est très différente des autres pays d'Europe, là, donc ça aurait été quelque chose d'assez intéressant. Ça, puis je pense juste aussi au divertissement au World Showcase, là, facilement on pourrait avoir de la danse, on pourrait avoir des choses intéressantes aussi de ce côté-là, là, donc ça aurait pu être vraiment trippant. Un autre pavillon qui aurait pu être très intéressant, puis parce qu'il ne présentait pas un pays, mais plusieurs pays. C'était le pavillon des États arabes. Il n'était pas composé d'un seul pays, mais plutôt d'une collection en fait de pays. Là. C'était l'Égypte, la Syrie, l'Iran, la Jordanie, la Tunisie et le Maroc. Donc, c'était avant la construction du pavillon du Maroc. Là. Donc, les invités auraient pris le pavillon en passant devant un souk arabe, donc un bazar. Il y aurait eu un restaurant circulaire au 2e étage. Il y a une attraction qui là, est vraiment, vraiment trippante. Là. Un tour de tapis volant. Donc, un génie là, qui nous aurait apparu dans une bouteille là, avec une espèce de système de projection qui aurait été notre hôte à travers le passé, le présent de la région. Notre tapis volant aurait volé, oui, dans un ciel étoilé. Puis,
nous a ramené justement à découvrir également, là c'est vraiment, ça fait très très Epcot, là, on aurait découvert les contributions arabes à l'astronomie, la navigation, les mathématiques et comment elles ont affecté la culture occidentale. Donc moi c'est quelque chose qui me parle vraiment, vraiment beaucoup, là, ce type de projet-là, qui fait très, très Epcot. Là, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Là, mais... Oui, tout à fait. Ça aurait été riche, ça aurait été vraiment intéressant, instructif. Par contre, non, pas par contre, en fait, aussi, parce que j'aime l'idée, tu sais, je parlais tantôt justement d'une diversité de culture, puis justement qui a réuni ces différents pays arabes-là qui ont. Oui, ils ont chacun des cultures différentes, mais qui est quand même assez semblable. Ouais. De les avoir réunis ensemble, je pense que c'était une bonne idée, puis ça aurait permis justement de découvrir plus de trucs que juste avec le Maroc. Puis là, un coup que le Maroc est construit, c'est dur de rajouter un autre pays arabe là, dans le World Showcase. Ouais, mais c'était assez avancé justement pour qu'on ait des esquisses, qu'on ait des concepts et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très avancé là, comme projet. Quand tu parlais du tapis volant, je pensais que c'était le même que... Ah, celui à Magic Kingdom. Non, c'était vraiment une autre attraction là, dans laquelle probablement qu'on aurait été un peu suspendu là, à la Peter Pan, j'imagine. Et vraiment une espèce de dark ride. Là. Donc, je pense que ça aurait été vraiment un très bel ajout là, au niveau du World Showcase. Un peu dans le même principe aussi, mais là, cette fois-ci, c'était l'Afrique équatoriale qui était censée faire partie... vraiment de la version originale du World Showcase qui était proposée en 79, donc ça avait été même sur certains dépliants et tout qui présentaient qu'est-ce que allait être Epcot. C'était censé être entre la Chine et l'Allemagne. Donc, juste après le pont. Ben, en fait, où il y a actuellement ce petit pavillon. Ben, c'est même pas un pavillon, là, c'est le outpost. Ouais, c'est ça, le African Outpost, qui est comme une espèce de passage seulement. Donc, ça a été repoussé avec l'intention de devenir le premier ajout plus tard en 83, mais finalement, le projet a complètement été cancellé. Il y avait 2 spectacles quand même. Ça a été vraiment trippant. Ça a ramené quelque chose vraiment de différent du côté d'Epcot. Parce qu'il y avait 2 spectacles principaux qui étaient proposés. L'un qui s'appelait, en français, le rythme cardiaque de l'Afrique. C'était l'histoire de l'Afrique racontée à travers la musique de ces différentes cultures. Une espèce de pré-spectacle, un pre-show était consacré à l'histoire du tambour, tandis que le spectacle principal serait un voyage à travers le passé, le présent et l'avenir de l'Afrique, à travers les yeux d'un conteur traditionnel. La finale se terminerait dans une ville africaine moderne avec un concert de jazz en plein air, avec des lasers projetés sur l'écran et donnant une vie aux instruments. Sinon, l'autre spectacle, en fait, c'était plus un film, là, c'était Africa Rediscovered. C'était un film qui explorait l'histoire naturelle et culturelle de l'Afrique, explorant différents environnements et le statut de l'Afrique en tant qu'un berceau de l'humanité. Donc, dans les 2 cas, moi, je trouve que c'était été vraiment quelque chose un gros plus là, au World Showcase. Là. C'était tellement rendu loin dans le développement qu'en fait, je pense que ça a été arrêté à 1 mois du premier coup de pelle. Ouais. Puis il était même rendu à planifier l'expansion de ce pavillon-là. Oui, tellement. Il y avait c'était un autre spectacle qui aurait eu lieu. C'était un safari mais auditif. Oui, ça j'ai. Avec la technologie un peu comme Sound Dangerous, là, tu te mets des écouteurs puis t'as comme un son à 360. Fait que on nous aurait fait voyager au travers de la savane africaine, j'imagine. Ouais. Puis on aurait pu entendre différents trucs de la nature, puis tout ça, ça aurait été super intéressant. Mais c'est ça, ça n'a jamais eu lieu. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que c'était celui qui a probablement passé le plus proche d'être réalisé. Ouais. Puis je pense que ça aurait fait du bien. Je pense que ça aurait été vraiment bénéfique pour Epcot d'avoir un pavillon de l'Afrique de ce côté-là. Mais tu sais. Pour justement, c'est une culture qui est tellement riche puis tellement. Mais d'un autre côté, est-ce que Disney Animal Kingdom serait Animal Kingdom aujourd'hui s'il y avait un pavillon aussi gros du côté du World Showcase Epcot? Parce que pour donner une idée aux gens qui nous regardent en vidéo actuellement, vous voyez la carte juste à côté de nous. Là, vous voyez le petit pont justement où on passe déjà. Puis le premier, le premier petit bâtiment circulaire qu'on voit là, c'est à peu près où ce qui est le outpost actuellement. Là. Donc tout le reste, c'est comme derrière ça. Donc ça aurait été comme vraiment beaucoup
beaucoup plus grand, avec justement les bâtiments pour le spectacle, le film et tout ça, donc des restos, tout ça, donc c'était vraiment très très grand. Puis ça vient vraiment d'une carte officielle de Disney, là, donc c'était pour vous montrer à quel point là, c'était pensé, prévu, annoncé ce pavillon-là. Puis malheureusement aujourd'hui on a le simple African Outpost, où en plus on peut se commander un hot dog avec des chips. Là. Donc, tu sais, ouais, c'est ça. Très africain. Ouais, c'est ça. Donc, ça fonctionne même pas à ce niveau-là. Donc, imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu avoir justement avec toute cette portion du parc-là qui aurait pu exister, ce pavillon-là qui aurait été très, 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 très grand. Puis, c'est vraiment un agrandissement vers l'arrière, là, parce que dans le fond, quand on regarde un petit peu en haut sur la photo, et, bon, le cours d'eau qui continue, bon, c'est là qu'ils vont ranger toutes les choses qu'ils ont besoin pour le spectacle de fin de soirée, là, que ce soit Illumination ou compagnie, c'est là qu'ils vont ranger toutes les choses. Donc, on ne touchait pas à ça, là, c'était vraiment là, vers l'arrière, vers les stationnements et tout. Là. Ouais, ben, puis effectivement, comme tu disais, probablement que Animal Kingdom aurait été complètement différent si ça avait été construit. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça aurait beaucoup ressemblé à Harambe là, comme ambiance. Okay. D'ailleurs, j'ai déjà vu des vidéos qui parlaient du genre d'animation qu'il allait avoir dans le land, puis c'est à peu près la même affaire qu'il y a à Harambe. Là, fait que c'est un peu effectivement le genre de même principe un petit peu. Sinon, j'essaie de voir où j'en étais rendu. Ici même, le pavillon de l'Israël, oui, le pavillon qui aurait recréé plusieurs sites historiques de Jérusalem. Sur les images disponibles, on y voit une scène, mais le genre de performance qui aurait été produite là, est comme inconnu. Le reste a été très similaire aux autres pavillons du World Showcase. Une section semblable à un musée, un restaurant qui aurait probablement fourni là, une cuisine authentique. Encore une fois, c'est quelque chose qui avait vraiment été annoncé du côté de Disney. On avait un petit peu des images. Ils l'annonçaient comme étant l'ancien rencontre le nouveau là, dans cette... il appelait ça The Land of the Bible. Donc, j'imagine qu'elle allait avoir un petit peu référence religieuse à travers le pavillon et tout. Ce que... Bon, je sais pas à quel point ça aurait pu porter, à controverse un petit peu. Je sais pas, là. Ben, je te dirais probablement que ça aurait mal vieilli. Ouais. Tu sais. Puis aussi, tu sais, c'est le genre de pays aussi que la situation géopolitique fait que ça peut être un peu touché du côté d'Epcot. Du moins, justement, ça porte à controverse puis tout ça. Fait que, en fait, je pense que c'est beaucoup pour ça qu'on n'a jamais vu ce pavillon-là. Ouais. Mais effectivement, tu sais, si on met ça de côté, je pense que ça aurait pu être un pavillon très intéressant, ça aussi. Oh, oui, qui était très, très, très grand, là, avec une section, bon, oui, le restaurant, il y avait toute la section, justement, avec la grosse scène et tout. On avait une espèce de cour intérieure également, j'imagine, avec magasin et tout ça. Il y avait ce qu'ils appelait le Jérusalem Panorama. Donc, tu sais, il y avait vraiment, il y avait un gros atrium également, les boutiques. Donc, tu sais, c'était quand même très, très, très gros. Puis de la façon qu'il s'est présenté sur le plan également, c'était très fermé aussi. Donc, probablement, un peu quand on va à l'arrière du Maroc, là, on aurait probablement passé à travers une espèce de très petite arche pour se ramasser comme à l'intérieur d'une espèce de cour, si on veut. Là. Donc, tu sais, visuellement, je pense que ça aurait quand même été intéressant là, pour Epcot. Il y a aussi des efforts qui ont été déployés pour amener un pavillon du Danemark, carrément comme au centre là, du World Showcase à Epcot, impliquant Lego. Donc, une chose qu'on sait à propos justement du pavillon, c'est qu'il aurait comporté une espèce de réplique miniature des jardins de Tivoli. D'autres plans ont inclus aussi pour le pavillon quelques manèges classiques, comme des carrousels, grandes roues. Donc, ça aurait été quelque chose d'exclusif à Epcot, ce type d'attraction-là, juste pour le Danemark. Donc ça, c'est peut-être un qu'on a moins entendu parler, mais qui avait quand même quelques images qui avaient circulé là, à l'époque. Là. Ouais, ben effectivement, celui-là, j'en ai pas beaucoup entendu parler, là, puis c'est ça, tu sais, mais je trouve aussi que, tu sais, Danemark, Norvège, Allemagne, ouais. C'est, tu sais, on sort un petit peu de la diversité. Là, avec, c'est sûr que je pense que, comme dans le texte le disait, tu sais, l'attrait principal du Danemark, c'était d'amener Lego à Disney, je pense. Ouais, c'était vraiment ça. Plus ça, puis peut-être justement de jouer sur
le facteur Lego dans tout le pavillon, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'informations à part quelques petits croquis là, comme ça. C'est un peu comme dire que le Danemark se limite au Lego. Non, c'est ça. Ouais. World Showcase, montre-moi le pays, puis là, on se serait probablement rendu compte que le pays est très semblable. Puis encore là, je ne sais pas visiter en vrai ces pays-là, mais c'est le feeling que j'ai. Un autre qu'on a beaucoup entendu parler, en fait, de Matterhorn a été dessiné à plusieurs reprises comme ajout du côté du Walt Disney World Resort, même pour du côté de Fantasyland à Magic Kingdom, avant d'être envisagé pour un pavillon complet de la Suisse World Showcase. L'attraction aurait, cette fois-ci, du côté de la Suisse, là, à Epcot, ça aurait été on aurait rentré comme dans une espèce de centre d'entraînement de bobsleigh de haute technologie. Puis ensuite de ça, le land, bien sûr, aurait offert des magasins, restos, là, comme on connaît, là, bien sûr, du côté du World Showcase. Donc, il y a eu certaines images qui avaient circulé à l'époque. Donc, encore une fois, une autre montagne qui était prévue du côté du World Showcase. Et pour les gens qui nous regardent, vous allez voir aussi également sur la deuxième image, quand on parle du centre technologique, on aurait vraiment eu de quoi, là, un peu... quasiment un peu au niveau de test track, là, à voir des images, comment tout était pensé au niveau là, du bobsleigh, que ce soit plus rapide et tout ça. Ensuite de ça, on aurait embarqué justement dans un bobsleigh et là, on aurait été dans l'attraction. Donc ça, je pense que ça aurait été le fun parce que le Matterhorn du côté de Disneyland, ça reste un classique. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'ils avaient poussé justement le concept quand même assez loin, le développement était quand même rendu loin. Mais encore là, je pense que le seul attrait d'avoir un pavillon de la Suisse au World Showcase, c'est pour avoir le Matterhorn. Ouais. Parce que, là, encore là, au niveau de la diversité, on n'est pas là. Ils ont des bons chocolats, par contre. En Allemagne aussi. C'est vrai. Ben, ils ont plus du meilleur caramel, là, mais... Ouais. C'est bon. Donc, la Suisse, justement, visuellement aussi, la montagne, ça aurait été intéressant. Là. Cool. Mais quand on regardait avant la photo du centre d'entraînement, on voyait un peu plus, justement, de quoi aurait l'air plus le pavillon. Ouais. Puis, enlève la montagne dans le fond, puis c'est l'Allemagne. On est en Allemagne. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Ça dépend aussi où il l'aurait placé, parce que si, mettons, il aurait fait et la Suisse et le mont Fuji, tout ça, à un moment donné, trop de montagnes, c'est comme passé non plus, là, du côté du World Showcase. Ouais. Dernier pavillon qu'on vous parle, en fait, c'est le dernier élément qu'on vous parle ce soir pour cet épisode, des projets, des attractions pensées du côté du parc Epcot qui n'ont pas vu le jour. C'est un pavillon russe, donc qui a été envisagé à Epcot au début des années 90. Le pavillon de la Russie devait être construit dans le coin nord-ouest du World Showcase, à côté du pavillon de l'Allemagne. L'attraction principale devait être un théâtre de 800 places présentant un spectacle intitulé « Russie, les cloches du changement ». Donc, probablement quelque chose de très près du spectacle qu'on a du côté du pavillon américain, là, tout simplement. Là. Donc, vous allez voir, d'ailleurs, en image, pour les gens qui nous regardent, oui, en vidéo, vous allez pouvoir voir justement les images parce que non seulement c'était pensé, annoncé, développé, ça avait même été inclus dans une vidéo de présentation d'Epcot, donc où on voyait les Imagineers travailler sur les maquettes et tout ça. Donc c'était vraiment très avancé comme projet. Malheureusement, en tout cas, je sais pas toi si t'as entendu parler des raisons pour lesquelles ça n'a pas vu le jour. Moi, j'ai rien trouvé là, à ce niveau-là. Oui. Oui. Ben, la chute de l'URSS. Ah oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était l'URSS encore à ce moment-là. C'est ça. C'était un pavillon, pas de la Russie, mais de l'Union soviétique. Puis là, en plein développement, puis que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est pas ça la question, mais il est arrivé la chute de l'URSS. Fait que là, au début, Disney savait pas trop quoi faire avec ça. Mais là, il y avait après ça, il y a les sponsors qui sont comme là, on peut plus parce que suite à ça, il y a eu une grosse récession du côté de la Russie principalement. Ouais. Donc, ils ont perdu tous leurs sponsors qui auraient voulu investir dans le pavillon. Fait que c'est surtout puis tu sais, la grande majorité de ces pavillons-là qui n'ont pas été construits, c'est surtout en raison de manque de fonds provenant de ces pays-là pour les construire. Ouais. Puis celui-là, c'est surtout ça, mais occasionné par la chute
de l'URSS. Ouais, puis de ce qu'on voit aussi des images aussi, ça semblait être très très gros comme pavillon en plus. Il y a beaucoup de choses. Dans certains extraits, on voit même, d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, c'est Joe Roddy qui a comme développé Animal Kingdom, travaillé sur ce projet-là. Donc on peut déjà penser que ça allait être visuellement impressionnant et très authentique aussi là, comme pavillon. Parce que c'est le genre d'Imagineer que lui... il se rend sur place puis il veut vraiment que tout ait l'air de ce que c'est vraiment en réalité. Puis justement, avec la place rouge puis la cathédrale, puis le spectacle, puis on voit sur certaines images aussi, on a l'air de l'avoir intégré aussi, soit qu'elle allait avoir de quoi en soirée ou c'était une façon de l'intégrer différemment avec Illuminations et tout ça, mais il va avoir vraiment de quoi avec feu d'artifice et tout ça. Un spectacle, comme on peut voir les images actuellement, à grand déploiement, un peu comme The American Adventure, mais sur l'histoire de l'URSS, la Russie, tout ça. Collaboration aussi un petit peu... pas collaboration, mais d'impliquer aussi justement je vais dire un peu la guerre spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique, la course à la Lune, la course à l'espace. Donc tout ça aurait été intégré là-dedans. Là. Je pense que ça aurait été très spectaculaire parce que tout en étant une culture qu'on entend parler depuis longtemps, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance d'aller voir sur place. Une culture qu'on connaît peu, que je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Puis tu parlais tantôt de l'exploration spatiale puis tout ça, ben tu sais, c'est aussi le fait que c'est un ennemi, un adversaire politique des États-Unis depuis longtemps. Je pense que ça aurait été vraiment intéressant de voir l'URSS ou la Russie, peu importe, du World Showcase. Puis quand je regardais, avant l'émission, je regardais le vidéo que justement on est en train de montrer. Puis ça m'a fait bien rire parce que on voit que ça a été développé avant justement que l'URSS tombe, parce que dans le spectacle à grand déploiement, il aurait parlé de la navette spatiale russe Buran, qui a jamais volé avec du monde à bord, qui a eu un seul vol, parce que quand ils ont fini le développement, ben il y avait plus de gouvernement pour s'en occuper. Puis fait que je trouve ça bien drôle que juste ça, de voir cette image-là, ça témoigne que ça a été développé avant tous ces événements-là. Puis, mais c'est ça, puis tu sais, pense aussi, puisqu'on voyait les images aussi, là, mais tu sais, pense à, encore une fois, au divertissement à l'intérieur du pavillon, encore là, les danses folkloriques, ça aurait pu être quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Là. Donc, ça, c'est venu vraiment très, 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 très près de voir le jour. Puis ça aurait aussi permis de, comme tu le disais, tu sais, l'URSS à cette époque-là, la Russie par la suite, pendant les premières années, tu sais, que ce soit dans la culture américaine, tout ça, c'était l'ennemi, là, toujours. Là, dans les films, quand il y avait des ennemis, là, aujourd'hui, c'est les terroristes, puis des choses comme ça, mais à l'époque, c'était l'Union soviétique, c'était toujours l'ennemi. Puis de découvrir... Les films de Rambo. C'est ça, c'est ça. Puis de découvrir la culture autrement, de voir que c'est pas juste ça, la Russie, là. Il y a toute une culture, il y a toute une histoire, il y a toute... c'est ça, un développement important de ce pays-là au fil des ans, tout ça, ça a été vraiment, je pense, très bien de voir ça là, autrement que ce qui a été présenté pendant des années et des années là, dans la culture américaine. Ça aurait été un gros plus. Ouais, donc je pense, Paul, ça fait le tour. Le Brésil, il n'y a rien vraiment de... Mais c'est comme celui qu'on a le plus souvent entendu parler, par exemple. Oui, c'est celui qui revient souvent dans les discussions actuelles. Porto Rico aussi, des fois, qui est pas vraiment... tu sais, c'est comme une espèce... C'est pas un État américain, c'est pas... Tu sais, il y a quand même une alliance importante avec les États-Unis, tout ça, qu'on entend parler aussi. Mais le Brésil, c'est celui qu'on entend le plus parler dans les dernières années. À chaque fois qu'il y a un D23, on dit c'est cette année qu'on va nous annoncer le Brésil. On n'a pas vu le jour encore de ce pavillon-là, mais on peut penser que parce que l'Amérique du Sud est représentée par le Mexique, même pas, non, Mexique, oui, quelque part, mais tu sais, il pourrait y avoir plus de place justement à toute cette section-là, donc ça pourrait venir, puis c'est un pays qui d'après moi, serait intéressé, en tout cas de ce qu'on entend depuis des années, là, serait intéressé aussi à contribuer
au développement de ce pays-là, ce qui est un facteur très intéressant pour Disney dans ce genre de construction-là. Qui a une clientèle très importante aussi à Disney. Donc, ils contribuent par leur visite. Ouais. Là, mais... Donc, ça ferait du sens quand même qu'un jour on verrait le Brésil à Epcot. Donc, mais tu sais, imagine aussi l'animation avec le carnaval puis tout ça. Là, ouais. Ça pourrait être cool. Oui, avec Rio tout ça. Donc, non, ça pourrait être très très bien. Puis, j'allais dire aussi, si je me souviens bien que l'achat de Fox et compagnie, tout ça, le film Rio appartient maintenant à Disney aussi. Là. Fait que, il y aurait peut-être moyen de trouver quelque chose comme ça. Là. Super, donc ça fait le tour pour cet épisode consacré aux attractions qui n'ont jamais vu le jour du côté de Epcot. Comme on vous le disait, on va vous en faire d'autres dans les prochaines semaines. Qui vont être comme combinés là, parce que c'est pas tous les parcs qui ont eu autant d'attractions prévues là, qui n'ont pas vu le jour. Mais on va parler de ce qui était censé venir du côté de Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios, Animal Kingdom. On va vous parler d'hôtels aussi qui n'ont jamais vu le jour. On va vous parler de parcs complets aussi qui ont déjà été en développement, même très avancés pour certains, mais qui n'ont, pour plein de raisons qu'on vous expliquera, n'ont pas vu le jour. Donc, c'est ce qui va meubler pas mal les prochains épisodes dans les prochaines semaines, avec intégré aussi là, en alternance avec certains épisodes avec Michel en route vers la 50e, qui s'en vient de plus en plus vite. Fait que va falloir que j'en publie un peu plus souvent là, pour être capable d'arriver en octobre prochain à l'année 2021. Donc, merci Paul pour ta collaboration aujourd'hui. Merci à toi de l'invitation, ça a vraiment été cool. Yes, donc à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.